Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Al24 News et Réal Politique, votre espace d'analyse de thèmes géopolitiques. Restez avec nous. Professeur Mohamed Berkouk, bonsoir. Bonsoir madame. Ce soir, gros plan encore une fois sur la montée en puissance de la Chine, une évolution qui interpelle notamment après ce succès diplomatique du géant asiatique dans un dossier en suspens pendant plusieurs années, à savoir la crise irano-saoudienne au Moyen-Orient. Comment percevez-vous ce succès? Qu'indique-t-il réellement? D'un point de vue géopolitique, c'est véritablement un succès, une percée, mais aussi une capacité à se projeter en matière d'influence. La diplomatie, ça fait partie du concept, de la substance de la puissance douce, soft power. Donc on voit aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire de la Chine, ce type d'action qui a permis à deux pays, puissances régionales, de se réconcilier autour d'un certain nombre de points, à la fois sécuritaire mais aussi politique et économique. Cette médiation démontre, de mon point de vue, un certain nombre de nouveautés, non pas seulement dans la région, mais dans la politique internationale. La première, c'est un point de départ pour les pays de la région en matière de formulation de leurs choix diplomatiques, mais aussi de politique étrangère. La Chine, qui est un partenaire des deux puissances régionales, à la fois l'Arabie saoudite et l'Iran. L'Iran qui a un partenariat stratégique global avec la Chine, deuxième pays, disons, fournisseur d'énergie à la puissance chinoise, mais aussi l'Arabie saoudite qui est en train aussi de tisser de nouvelles relations presque privilégiée avec cette puissance. Oui. Avec une balance commerciale bilatérale de plus de 65 milliards de dollars, avec une capacité à attirer de l'investissement, mais surtout du savoir-faire technologique chinois, cette volonté de la Chine à sécuriser en quelque sorte cette initiative de la ceinture de la route. Ces deux pays constituent des éléments clés pour la concrétisation de ce projet, mais aussi pour la projection de la puissance globale de la Chine à l'international. Il faut dire, Madame Rim, que cette médiation pour la Chine est une première, parce qu'on a vu les actions de médiation se limiter plutôt à des dossiers asiatiques, mais surtout à un dossier important qui était le dossier nucléaire coréen. Aujourd'hui, avec cette médiation, on voit un recul de cette domination stratégique des États-Unis sur la région, avec trois grandes doctrines autour de la région pour sécuriser cette hégémonie américaine. À partir de 1958, on a vu la doctrine d'Eisenhower par rapport à la protection des régimes, 1980 Carter par rapport à la protection de l'énergie, et 2003 avec Bush, c'était pour la reconfiguration de la région. Oui. Une Chine qui n'a pas de capital historique entre guillemets négatif, a cette capacité aussi à développer de nouvelles relations autour d'un projet chinois qui a une dimension arabe définie dans la doctrine chinoise de 2016. Alors avec ce succès de la médiation chinoise dans un tel dossier, il y a sans doute beaucoup de leçons à tirer, professeur. On l'a vu, le président Xi Jinping avait fait un déplacement très remarqué en Arabie Saoudite, un pays traditionnellement lié aux États-Unis. On est face à un tournant quand même important lorsqu'on sait que la Chine sort un petit peu de son rôle exclusivement économique. Dans la région. Dans la région, elle est exclusivement économique, mais aussi politique. Il faut dire que lors de ce périple chinois, qui avait essentiellement trois objectifs. Le premier objectif, c'est redéfinir les contours de cette politique chinoise envers le monde arabe. Donc c'était le sommet sino-arabe, mais aussi jeter de nouveaux jalons pour une coopération entre la Chine et les pays du Golfe et développer la relation
Chine-Arabie Saoudite sur des bases de partenariat stratégique global. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une nouvelle dynamique sur le plan bilatéral. On voit un rapprochement par rapport à un certain nombre de dossiers, non pas seulement dans la région, mais à travers le monde. Oui. La question de la dédollarisation et le paiement en partie des achats chinois avec du yuan. Et c'est aussi pour dire que il y a cette volonté bilatérale de développer davantage ce partenariat économique et commercial. Deuxièmement, on voit lors de cette visite, c'est cette volonté aussi de redéfinir les relations internationales des pays de la région par rapport à ce qui est en train de se développer à l'échelle mondiale. On a vu la signature de cet accord, donc le 10 du mois de mars, Oui. Une journée après la visite du ministre des Affaires étrangères saoudien Al-Farhan à Moscou, ce qui veut dire qu'il y a véritablement des indices d'un redéploiement saoudien en matière de politique étrangère, Oui. Où la Chine aura une place de première importance par rapport à ces pays. Mais que révèle réellement une médiation chinoise dans un tel dossier, dans une région connue comme étant une chasse gardée, on peut le dire, des États-Unis? Est-ce qu'on peut parler d'un effacement états-unien dans la région? Je ne crois pas qu'il y ait un effacement des États-Unis dans la région, et cela pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est à lire les différents textes déjà d'orientation des États-Unis, soit en matière de sécurité et de défense. Cette région constitue toujours cette plateforme de projection de la puissance américaine. Il faut dire qu'il y a un nombre de bases militaires américaines dans cette région, avec Oui. le quartier général de la 5e flotte américaine à Manama, la deuxième plus grande centrale du renseignement dans un pays du Golfe, mais aussi, il faut le dire, que cette présence militaire est une présence à valeur stratégique ajoutée, parce qu'on parle de cette volonté d'endiguer la Chine à travers le monde. C'est pas seulement dans la zone Asie-Pacifique, mais à travers toutes les régions, là où il y a des intérêts stratégiques des États-Unis. Il faut dire, Madame Rim, que le pétrole et le gaz ne constituent pas la même priorité qu'en 1980 lors de l'élaboration de la doctrine Carter, mais parce que les États-Unis sont devenus un pays producteur majeur soit à la fois du pétrole de schiste ou du gaz de schiste. Mais la région constitue une zone d'importance primaire pour les États-Unis, notamment par des relations État à État, sachant qu'un certain nombre de ces pays sont des alliés majeurs des États-Unis hors OTAN, mais l'OTAN a aussi des passerelles de coopération avec la zone, les pays du Golfe, ce qu'ils appellent ICI, Istanbul Cooperation Initiative de 2004, mais aussi il y a une certaine volonté de conforter cette présence, cette puissance et cette influence. Ce qui risque de changer par rapport aux États-Unis, c'est cette diversification des centres de partenariat pour ces pays. On voit aujourd'hui les Saoudiens développer une nouvelle logique de coopération avec les Russes, une nouvelle logique de partenariat avec les Chinois, une volonté aussi de s'assurer d'une indépendance décisionnelle plus importante. Donc c'est en quelque sorte c'est de se désengager par rapport à des engagements antérieurs à la crise actuelle en Ukraine. On a vu déjà des prémices de ce désengagement lors de la visite de Biden à Jeddah, mais aussi par rapport à un certain nombre de dossiers. Alors en fait, oui, on l'a vu, les États-Unis ont salué justement cet accord sous l'égide de la Chine, mais cet accord a de quoi, en vrai, inquiéter les États-Unis, professeur? Il faut lire toujours d'une manière... On est face à une nouvelle donne. C'est la nouvelle donne qui inquiète les États-Unis. Il y a d'autres paramètres de lecture. Le premier, peut-être, paramètre, c'est les normalisations. Oui. Les normalisations ont été construites autour d'un ennemi fictif. Aujourd'hui, il est fictif par rapport à certains pays arabes. Donc, ils voyaient en Iran
en Iran, un ennemi plus potent que l'antisionisme. Aujourd'hui, les normalisations qui ont été construites autour de ces narratifs risquent disons, d'être compromis. On a vu notre voisin à l'ouest, Madamé, oui. Il y a de ça pratiquement une douzaine de jours, où ils ont développé tout des discours, un certain ensemble de discours autour justement de cette relation avec l'Iran. Aujourd'hui, ces normalisations sur le plan de l'assise discursive sont menacées, mais aussi par rapport à la résolution d'un certain nombre de points de divergence, voire de conflits soit au Yémen. Donc oui. Là où il y a une guerre par procuration entre l'Iran et l'Arabie saoudite, mais aussi en Irak, en Syrie et au Liban, où il y a une conflictualité politique entre justement l'Iran avec Hezbollah Amal et l'Arabie saoudite avec le Mustaqbal. Donc il y a un potentiel de reconfiguration de ces conflits vers plus d'apaisement, qui est lié justement à cette normalisation Iran-Arabie saoudite. Ce qui inquiète les États-Unis, c'est aussi le dossier nucléaire iranien, parce que dans un certain pays du Golfe, avec un certain nombre de pays arabes qui ont justement cet acharnement, des positions très acharnées contre ce projet. Donc aujourd'hui, normaliser les relations entre ces deux pivots des puissances régionales veut dire aussi ces engagements iraniens par rapport au caractère pacifique de son projet nucléaire. Donc c'est par rapport à l'article 4 du TNP. On a vu, il y a de ça quelques semaines aussi, ces engagements de l'Iran par rapport à l'AUA. Plus d'inspection et plus de garanties. J'estime que pour les États-Unis, le schéma, justement, d'une hégémonie pérenne n'y est plus, mais la centralité de la puissance américaine restera toujours. Donc, mais sinon, cette réussite risque aussi d'accentuer la rivalité entre les États-Unis et la Chine. Je dirais que déjà sur d'autres dossiers. Les Américains ont donné un qualificatif à la Chine, un concurrent stratégique sérieux. Donc c'est le qualificatif. C'est pour ça que on a vu dans la stratégie de sécurité nationale d'octobre 2022, la stratégie de défense nationale américaine d'octobre 2022, mais aussi dans cette loi. Sur la concurrence stratégique avec la Chine, qui s'appelle China Strategic Competition Act de 2021, où la Chine n'est pas un ennemi, n'est pas un adversaire, mais plutôt un concurrent stratégique sérieux. Concurrence veut dire essentiellement trois choses. Il y a une montée de cette puissance multidimensionnelle, n'est pas seulement commerciale, n'est pas seulement économique, n'est pas seulement technologique, les diplomatiques, mais aussi militaires. Aujourd'hui, on voit cette projection de puissance chinoise au-delà de ses frontières, au-delà de la mer de Chine, vers les éditionnements dans l'Océanie, on la voit en Afrique, mais aussi cette puissance diplomatique en action, avec ce dossier Iran-Arabie saoudite, mais avec aussi une autre proposition par rapport au dossier ukrainien. Absolument, j'allais y venir. Professeur, la Chine est en passe, on l'a dit, de devenir une force mondiale sur tous les plans. Donc, on peut parler d'un changement d'époque carrément, avec également ce qui se passe actuellement en Ukraine et cette initiative de paix proposée par la Chine. Donc, est-ce que ce succès ouvre la voie à d'autres succès, à d'autres victoires diplomatiques Il faut dire que la Chine est une puissance diplomatique de par son statut de membre permanent du Conseil de sécurité. Déjà, en plus de ça, elle a initié un certain nombre d'initiatives multilatérales, le pacte de Shanghai. On a vu l'Iran qui a émis le vœu de devenir membre et son adhésion est en cours. On voit aussi l'Arabie saoudite qui veut devenir membre des BRICS, et potentiellement aussi même de Shanghai. On a vu dans d'autres cadres un certain nombre d'initiatives multilatérales dans le domaine de la coopération économique en Asie-Pacifique et en Asie du Sud-Est. Donc il y a cette montée. Mais il faut dire, Madame, que la Chine est en confiance
à lire le discours de Xi Jinping il y a 3 jours. Il faut qu'on sache que la Chine a cette confiance aussi qu'elle deviendrait la première hyperpuissance mondiale en 2049. Donc tous les éléments, toutes les dimensions de la puissance sont en construction, en évolution, en consolidation. La dimension diplomatique est importante parce que c'est l'essence même de la soft power. Et dans un conflit entre la Russie, qui est un allié principal de la Chine, et l'Ukraine, qui constitue aussi un marché, mais aussi qui était une source d'approvisionnement en un certain nombre de minerais, etc. Donc réussir là où beaucoup de pays ont échoué, c'est une excellente chose. Est-ce qu'elle a une chance de réussir, non, justement? mais plus que ça, parce qu'il faut aussi lire disons, l'autre face de la manœuvre. C'est que en initiant cette initiative, entre la Russie, l'Ukraine et ses alliés, les 40 pays de l'Occident stratégique, Oui. c'est déjà affirmer 2 choses. C'est la neutralité de la Chine dans ce conflit, c'est très important parce que Oui. les Occidentaux ont toujours cette tendance à accuser la Chine de soutenir la Russie. D'être le soutien même militaire de la Russie. Et deuxièmement, c'est d'affirmer sa puissance avec un statut mondial. C'est plus l'action d'une manière défensive en mer de Chine ou dans l'Asie-Pacifique, mais dans la zone de confrontation stratégique entre le monde actuel et le monde à venir. Le monde actuel, justement, c'est les frontières entre la Pologne et l'Ukraine, parce que c'est les frontières de l'OTAN. Le monde à venir, c'est ces puissances émergentes, Russie, Chine, avec toutes les implications de ce conflit en Ukraine sur le reste du monde. Peut-on faire confiance aux partenaires chinois pour la résolution des conflits, politiquement, stratégiquement, militairement, professeur? Il y a beaucoup de limites et de limitations à cette initiative, notamment cette notion de rivalité, que je qualifie de compétition, entre la Chine et l'Occident sous le leadership américain, premièrement. Deuxièmement, c'est aussi les limites de ce champ de manœuvre qui n'est pas nécessairement ouvert. Donc, c'est les limites des actions aux dépens de la Russie ou des actions aux dépens de l'Ukraine. J'estime, et ce n'est pas seulement ma lecture, que la Chine, par cette manœuvre, est en train de développer la dimension diplomatique de cette puissance au-delà de son centre d'intérêt primaire qui est l'Asie. Voilà, on revient justement à la médiation de la Chine, à ses efforts de médiation. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à une évolution, on va dire, pour d'autres conflits dans le monde, professeur? Il y a aujourd'hui un conflit, déjà un dossier plutôt, qui est toujours en instance, c'est le dossier du nucléaire coréen. Donc, oui. Qui n'a pas évolué depuis très longtemps. Il y a le dossier du nucléaire iranien où la Chine doit jouer aussi son rôle en tant que membre du club nucléaire, mais aussi en tant que membre permanent du Conseil de sécurité. Mais ce qui intéresse la Chine, Madame Ri, mais ce qui est très important, c'est construire sa puissance, consolider son statut par des initiatives qui pourraient être de source de nouvelles opportunités pour justement se projeter. Ce n'est pas seulement la puissance qui l'intéresse, mais aussi une puissance par l'influence, et c'est l'essence même de cette logique de la Chine 2049. Merci, professeur Mohamed Barkouk, pour cet éclairage. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir prêté attention. Passez une très bonne soirée sur Al 24 News.